souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite... Pour présenter mon invité de ce soir, j'aimerais dire que l'on peut traverser la vie comme l'on fait un beau voyage, en ne voyant que la surface des choses. De beaux monuments, de beaux paysages, de belles maisons et de la bonne nourriture. Mais sous cette couche dorée, il y a un autre monde, un monde de pauvreté et de misère qui est souvent une conséquence du premier. Majib Ranema vient du monde d'abondance. Né en Iran, il a occupé de hautes fonctions dans son pays comme ministre de la Science et dans le monde comme ambassadeur d'Iran à Genève et au Mali, puis comme haut fonctionnaire des Nations Unies. Il aurait pu rester aveugle et sourd et faire sa petite vie tranquille. Au lieu de cela, il a ouvert grand ses yeux, car pour voir ce monde, il faut plus que cette intelligence que je qualifierais de froide, intelligence scientifique qui calcule, qui classe, qui trie, qui ordonne et qui sépare. Oui, pour voir ce monde, il faut un regard de respect et de compassion. Son livre, Quand la misère chasse la pauvreté, est une analyse très critique du conflit entre ces mondes. À travers ce livre, il donne la parole aux abandonnés de la planète et il leur donne le droit d'exister à part entière. Ce système capitaliste dans lequel nous baignons et dont nous profitons tous grandement ici est très pervers. Il est supposé nous apporter à tous, je dis bien à tous, richesse, bonheur et sécurité. En fait, il produit de plus en plus de pauvreté et de misère, et cela à l'intérieur même des pays dits riches. Il accentue les disparités et les injustices entre le Nord et le Sud. Pire encore, devant cette situation scandaleuse et pour cacher l'imposture, la machine, en voulant créer toujours plus de richesses, elle génère toujours plus de destruction envers l'environnement et plus de désespoir chez les humains. Nous regardons le monde à travers une lorgnette fournie par le système, pour qui la pauvreté est égale à une absence de biens matériels. Ainsi, nous ne voyons pas la nôtre, pauvreté sociale, pauvreté affective, pauvreté spirituelle. Il est vrai que parfois nous subissons ce système, mais le plus souvent, c'est nous qui l'entretenons et le nourrissons. Sans nous, il ne pourrait pas exister. C'est dire l'immense responsabilité que nous avons sur l'état du monde aujourd'hui. Mais il ne nous épargnera pas, car c'est un piège. Nous en serons les victimes de demain. C'est pourquoi il vaudrait mieux nous préparer dès maintenant à choisir une vie plus simple, plus intérieure et plus heureuse. La planète s'en portera beaucoup mieux. Majib Ranema va nous expliquer les mécanismes de ce système et surtout comment chacun de nous peut, par un changement de nos comportements, ne plus encourager ces disparités et ainsi rendre à chaque être humain sa dignité. Merci d'accueillir Majib Ranema. Merci pour tout ce que vous avez dit et je dois dire que je vous remercie en même temps. Je suis un peu embarrassé parce que vous avez créé des attentes qui ne vont peut-être pas être satisfaites. Quand j'ai eu votre invitation, bon, c'est avec plaisir que je l'ai acceptée parce que j'avais entendu beaucoup sur ce que vous faites. Et plus que jamais, maintenant, je crois aux efforts personnels et des idées, je dirais des initiatives qui viennent du cœur et qui sont ce que vous êtes appelés vraiment à faire. Alors, je suis venu, mais je crois que Jacques Pauget, à qui je crois je dois cette audience, quand il est venu me parler, j'étais chez de très chers amis à Rolles, et puis bon, il a commencé à me poser des questions de toutes sortes. C'est lui qui a su me faire parler pendant 3 heures quand il est venu me rencontrer. Et puis bon, c'était un très beau jour, on était bien. Et puis il m'a soutiré des choses que je n'avais jamais dit, en tout cas en public, parce que j'aime pas beaucoup parler de moi. En vérité, et ceci, je suis très sincère. Et quand on me présente comme ça, je suis gêné parce que je trouve que je suis un homme ordinaire. Je suis un homme ordinaire, comme tous les êtres humains,
Et pour employer tout de suite une expression de Spinoza, qui est maintenant un peu mon... je ne sais pas si c'est mon gourou ou si je suis devenu quelqu'un qu'il ait trouvé, que j'ai découvert il y a quelques années. Eh bien, lui, il parle de puissance. Et je crois qu'il dit que chaque être humain est une puissance. Et ça, je l'avais toujours senti, parce que quand je parlais des pauvres, comme certains d'entre vous qui avaient lu mon livre, j'ai l'impression que la première atteinte et la première erreur que l'on fait quand on parle des pauvres, c'est qu'on les prend pour des manques. On ne dit jamais d'un riche, par exemple, il manque de quelque chose, alors que beaucoup de riches manquent beaucoup plus de choses, et des choses importantes, que les pauvres. Donc tout le monde effectivement, a en lui une puissance. C'est une puissance qui vient de cette substance qu'on appelle Dieu, et qui a sa cause en elle-même, et qui, dans la thèse spinoziste, n'est pas quelque chose qui se tient, qui est éloigné du monde, mais qui est ce qu'il est, qui est la vérité, qui est la nécessité. Et ce que nous sommes, en fait, nous sommes tous des attributs de Dieu. Mais c'est un Dieu qui est, je vous dis, qui est différent de la plupart des dieux qui sont dans les religions, qui écartent Dieu de l'être humain, et comme résultat, il arrive beaucoup de choses graves. C'est-à-dire, d'un côté, il arrive que nous pensons que nous sommes, que Dieu a fait tout pour ce qu'on appelle l'homme ou la femme, l'être humain. Et ce qui n'est pas vrai du tout. Parce que nous sommes juste comme n'importe quel autre être vivant, où nous sommes comme les arbres, comme les oiseaux, comme les poissons, comme l'eau, comme tout ce qui existe. Nous sommes tous des attributs de ce que lui, il appelle Dieu ou nature, et qui est cette substance dont la différence essentielle avec nous, c'est qu'elle a sa cause en elle-même. Nous sommes toujours cause de quelque chose. Mais là, j'ai trouvé que vraiment ce que j'avais voulu toujours penser en termes de... Pourquoi j'ai fait cette différence entre les pauvres, la pauvreté et la misère, c'est que avec les pauvres que j'ai connus tout au long de ma vie, je n'ai jamais senti qu'un vrai pauvre, ce que j'appelle un pauvre dans l'âme, c'est-à-dire une personne qui connaît, qui définit ses propres richesses, mais qui ne va pas tout de suite tomber sur l'argent comme le seul moyen qui va lui donner ce qu'il lui faut. Et bien cet être-là, qui choisit la simplicité, ça c'est un être qui est extrêmement puissant. Mais c'est une puissance que nous voulons ignorer. Et je crois que ça a été pour moi, je vous dis, très important, parce que, bon, je vous dis pour ceux qui ont lu mon livre, j'attache une importance énorme, je fais une différence énorme entre la pauvreté qui a son histoire et la misère. Et bon, j'ai essayé, la pauvreté c'est un mot qui est très très difficile à cerner, parce que toujours le pauvre éveille dans l'esprit des gens des choses très différentes. Moi, je suis sûr que personne n'a la même idée de ce qu'il appelle pauvre qu'une autre personne. Il y a des gens qui disent, voilà, quand il est pauvre, c'est qu'il n'a pas d'argent. Un autre dit, bon, c'est un pauvre. Aujourd'hui, la Banque mondiale, par exemple, dit que est pauvre quelqu'un qui a 2 dollars par jour. D'abord, moi je crois que la plupart des pauvres ne savent même pas ce que c'est qu'un dollar. Et puis en plus, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que vous ayez 2 dollars ou 1 dollar par jour? Et il y en a 4 milliards sur 6 qui sont dans ce cas-là. Parce que ça, c'est évident. Quand la Banque mondiale
fait ce genre de calcul, ça veut dire qu'il y a 2 milliards, il y a 6 milliards de gens qui n'ont pas effectivement 1 ou 2 dollars. Mais c'est comme vous dites, par exemple, d'un seul coup, vous décidez vous décidez le monde en couleur de souliers qu'ils portent. Tant de gens portent ce soulier, tant d'autres. Il ne dit rien d'autre d'un pauvre. Sauf qu'il implique toujours l'idée que le pauvre est en manque. Il lui manque quelque chose. Et ce manque, c'est nous qui devons le lui donner. Et ça, je crois, je vous dis, la première insulte est la première erreur fondamentale que nous faisons quand nous pensons des pauvres. Bon, je reviens parce que j'ai cette habitude des gens de l'oralité. Je ne sais pas exactement suivre sauf quand j'écris. Mais quand je parle, les mots viennent, et je crois que Jacques Fogé sait très bien comment ça se passe. Ceci dit, je vais commencer quand même, essayer d'avoir un peu d'ordre. Et s'il vous plaît, corrigez-moi de temps en temps, dites, voilà, maintenant, allez, on va changer à autre chose, parce que ça c'est trop. Je disais donc que, quand on m'a demandé de parler ce soir, bon, j'ai d'abord été un peu gêné par le fait que ces trois choses donc, qui sont à l'ordre du jour, c'est-à-dire la spiritualité, l'humanisme et la troisième chose, l'écologie, justement. J'ai dit, pourquoi on les sépare? Parce qu'ils sont inséparables. Comment est-ce qu'on peut voir l'écologie en dehors des humains? C'est exactement la même erreur que faisaient beaucoup de gens en pensant que, par exemple, l'être humain est une chose qui a une place exceptionnelle dans la pensée de Dieu, par exemple. L'être humain, tout est fait pour ça. Alors Dieu pense à nous, et nous devons lui rendre ça. Donc, déjà, il crée une relation qui n'est pas saine entre ce Dieu qui est sa propre cause, et nous qui constituons, selon notre essence, qui sommes un attribut de Dieu, ou de la pensée de Dieu. Alors, je dis, voilà, ce que j'ai envie de montrer ce soir, si la discussion commence dans ce sens, que finalement, l'important c'est de savoir que exactement si nous pouvons voir tous les liens, tous les rapports qui existent dans ce grand monde dont nous ne savons pas beaucoup, mais que nous devons chercher à comprendre, ne pas aller voir à travers des signes qu'on reçoit ou des choses qu'on nous dit, essayer de voir des choses selon ce que les autres nous disent. Mais sentir, par exemple, si les gens sentaient l'écologie, ils ne feraient pas de l'écologie quelque chose de différent, parce que on serait tout de suite, on comprendrait que nous ne sommes rien en dehors de ce monde dans lequel nous vivons, et qui n'est pas du tout entièrement peuplé par des humains, par des hommes, par des femmes. C'est peuplé par des millions et des millions, des infinités de rapports. Alors, quels sont vraiment les points importants? Parce que c'est un sujet tellement vaste que vraiment j'avais envie de juste parler de quelques petites choses et puis vous laisser me poser des questions pour qu'après on puisse aller plus à fond dans les choses et les sujets qui vous intéressent. Je crois personnellement que, là encore une fois, si je trouve que Spinoza est un être vraiment à part, en fait, c'est que son seul, il le dit tout le temps, son seul point, c'est d'essayer de comprendre. Parce qu'il dit, ça c'est la chose
justement, qui peut nous permettre de comprendre exactement quel est ce Dieu qui est sa propre cause et quels sont les rapports que nous, en tant qu'idée de Dieu, nous pouvons établir avec l'univers et avec nous-mêmes afin de comprendre ce que c'est que ce monde. Parce que si on ne comprend pas, on est toujours dans l'erreur. Et là, je viens tout de suite au monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, il y a un savoir. Il y a un savoir qu'on appelle savoir scientifique. Ce savoir qui est dans un sens très sophistiqué, mais dans un autre sens extrêmement superficiel. Ce savoir-là n'est plus à même de nous faire comprendre le monde dans lequel nous vivons. Il parle un langage qui est son langage et sur des paradigmes que cette science, que les scientifiques prennent pour des certitudes. Alors, bon, vous avez, je prends le mot paradigme dans le sens que lui donnait celui qui a lancé ce mot, c'est-à-dire Kuhn, K-U-H-N, et puis peut-être après Michel Foucault. Bon, ce sont les choses qui, dans un moment donné, les croyances, les certitudes, qui nous permettent d'expliquer le monde. Alors, par exemple, mettons, avant Copernic, on croyait que le Soleil tournait autour de la Terre. Toujours la même conception. La Terre, étant donné que la Terre est la planète des hommes, donc bien sûr, Dieu va lui donner la position centrale et tout va tourner autour de la Terre. Alors bon, un jour, il y a quelqu'un qui veut bien comprendre et qui voit à travers ces lunettes particulières que ce n'est pas le cas. Et à l'époque, ce n'était pas des lunettes comme maintenant on voit le ciel, c'était des lunettes très, très... Je crois qu'à son époque, il grossissait de 9 fois seulement. Bon, mais avec tout ça, bon, quand Copernic a compris, évidemment à la suite aussi d'autres inventions, il a compris, il a eu un problème parce que l'Église ne voulait pas accepter ça. Non, c'est pas comme ça. La Terre, c'est le centre. Bon, donc le paradigme était que ça, c'était un paradigme que la Terre, par exemple, on savait que la Terre était au centre, et c'est comme ça que tout tournait autour de cette idée. On appelle ça la révolution copernicienne parce que Copernic a eu le courage d'abord de voir et ensuite de dire voilà, c'est ce en quoi je crois. Et en changeant ce paradigme, il a ouvert immédiatement la voie à toutes les sciences que nous avons. Maintenant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui va très mal, ça nous le savons très bien. Il va très très mal. Si vous avez le temps, je peux vous donner des statistiques, mais incroyables. Des statistiques qui peuvent nous dire, mais jamais le monde n'est allé aussi mal dans son histoire que maintenant. Rien que quand on pense que la misère que j'oppose à la pauvreté, et ça j'ouvre une petite parenthèse qui sera peut-être grande, mais enfin excusez-moi, là je dis la misère, la pauvreté pour moi, c'est justement une puissance bafouée, c'est une très grande qualité. Les pauvres, pendant des siècles, pendant des millénaires, ont vécu avec peu de choses, et des choses qui pourraient, avec lesquelles nous ne pourrions même pas vivre. Eh bien, pendant des millénaires, les gens ont vécu avec très peu de choses, dans la dignité, et avec des relations beaucoup plus joyeuses et plus, je dirais, plus authentiques que ce qu'il y a maintenant. Les gens n'avaient pas de téléphone, n'avaient pas d'Internet, mais les rapports qu'ils avaient entre eux étaient beaucoup plus sérieux que ça. Maintenant, moi, je peux parler au téléphone ou dans l'Internet avec quelqu'un qui est à 15 heures de distance,
mais je ne connais même pas mon voisin. Je veux dire que les pauvres donc vivaient, à mon avis, beaucoup mieux que beaucoup de milliardaires qui vivent aujourd'hui. Moi, j'en ai vu dans ma vie. Bon, vous savez, je crois que, je ne sais pas, je suis le doyen d'âge ici, parce que bientôt je vais avoir 84 ans. Donc, j'en ai vu, j'ai vu des millionnaires, mais dont la vie était un enfer. Moi, j'ai connu quelqu'un qui avait vraiment, on peut dire qu'il était multimillionnaire. Eh bien, il m'avait invité une fois, c'était une grande journée, il était rivé à sa télévision qui donnait les dernières nouvelles des bourses. Alors, vous savez, CNN, un programme en général, vous voyez le programme que vous avez choisi, mais en bas, c'est tous les stocks. Et lui, il ne regardait même pas la télévision, il regardait toujours en bas si les actions avaient augmenté ou diminué. Et ça, comment voulez-vous, c'est la chose la plus triste du monde, que quelqu'un qui a en plus les moyens reste, alors qu'il a des amis qu'il aime, mais qui reste là simplement pour voir si un argent fictif qu'il a dans la banque, parce que cet argent est toujours dans la banque, qu'il soit double ou moins, mais qu'il soit tout le temps préoccupé, qu'est-ce qui va arriver à cet argent? Bon, moi je connais des pauvres qui ne l'ont pas, qui ont le sourire, qui sont dans la joie, et puis surtout, par exemple, j'ai vu en Afrique où j'ai été pendant plusieurs années, ou même j'ai été par exemple à Calcutta, des gens comme ça, les gens rient, les gens sont heureux avec ce qu'ils n'ont pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas avoir de quoi, des choses davantage, mais ce que je veux dire, que c'est terrible nous avons fait des pauvres que nous méprisons aujourd'hui. Bon, mais cette pauvreté avait d'ailleurs il y avait moi je crois que deux catégories plus ou moins. Une qui est la plus sublime, c'est-à-dire c'est la pauvreté choisie, la pauvreté volontaire, la pauvreté du Christ, la pauvreté Saint François d'Assise, la pauvreté de Spinoza, la pauvreté de Gandhi. C'était des gens ou croyants ou pas croyants, mais c'était des gens qui savaient au moins définir leur propre richesse. Bon. Maintenant, la misère, c'est quand vous n'avez plus même ce choix. Alors, cette misère peut être due au manque d'argent, et là, c'est effectivement des personnes maintenant qui n'ont plus rien du tout. Leur puissance est complètement cernée. Ils ne peuvent pas agir sur leur puissance parce que tout est fermé du dehors. Et ce sont des gens qui sont comme des gens, des noyés qui attendent une bouée de sauvetage. Maintenant, cette misère aussi peut être sur le plan aussi des riches. Par exemple, ce monsieur dont je viens de parler, il est aussi misérable. Parce que qu'est-ce que vous voulez, quand votre vie se réduit à une image virtuelle que vous regardez tout le temps et avec des préoccupations fictives, c'est aussi la misère. Mais de toute façon, il y a une différence fondamentale entre la pauvreté et la misère. Mais jamais dans l'histoire de l'humanité, vous n'avez eu autant de gens qui sont tombés dans la misère, parce que la plupart de ces milliards dont on parle, ce sont des gens qu'on a déracinés de leur milieu et qui sont des gens qui sont à la merci des gens qui les aident. Et aujourd'hui, nous avons cette contradiction que jamais dans l'histoire de l'humanité, on a eu tant de richesses matérielles, on a eu tant de possibilités techniques que maintenant, et en même temps, on n'a jamais eu autant de gens tombés dans la misère. Moi, je crois que de ces 4 milliards de gens qui ont 1 ou 2 dollars par jour, vraiment, on peut dire que beaucoup d'entre eux, aujourd'hui, sont tombés dans la misère. Ce monde-là, la seule solution qu'on lui donne, le savoir dominant, ce qu'on appelle l'épistémé dominante, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances qui expliquent le monde, eh bien, ce monde-là dit, voilà, la croissance, c'est la solution. C'est-à-dire, le pouvoir d'achat des gens est très bas,
il y a des difficultés, mais le problème, c'est d'augmenter le gâteau, la taille du gâteau. Vous ne pouvez pas, si aujourd'hui, il y a 6 milliards de gens, donc il faut que le gâteau, ça c'est selon la terminologie de certains économistes, augmenter la taille du gâteau, sinon, de toute façon, les gens ne vont pas avoir suffisamment. Alors, ils augmentent le gâteau, mais je vous dis, quelqu'un a calculé que, je crois, la part du c'est-à-dire 1%, pardon, la partie qui va à 1%, la partie du gâteau qui va à 1% de la population du monde est égale à la partie qui va à 57% de ce qu'on appelle les pauvres. Mettons que 1% va aux plus riches, seulement cette partie-là est égale à 57% des pauvres du monde. Vous voyez. Donc la question du gâteau, d'accord, au début on dit oui, mais bien sûr, si le gâteau n'est pas suffisant pour tout le monde, il faut augmenter le gâteau, la taille du gâteau. Mais on ne dit pas que ce gâteau ne va pas s'augmenter avec les proportions qu'il faut pour que tout le monde en ait autant. La même chose se fait d'ailleurs sur tous les plans. Quand on parle du PIB, on dit par exemple qu'un pays est riche. C'est quoi exactement? On fait une chose statistique pour tout le monde, mais on ne sait pas que, par exemple, les discriminations les plus désastreuses sont faites aux États-Unis, où il y a une partie de la population, oui, qui a tous les moyens, mais d'autres qui vivent dans la misère. Donc, vous voyez, les solutions qu'on apporte, par exemple, aujourd'hui, quand on dit la croissance, c'est la réponse à tout, et tout de suite, on vous donne comme exemple, un exemple que vous pensez qui est normal. Oui, quand il y a 3 personnes et qui doivent, par exemple, chacun avoir au moins un tiers de ce petit gâteau, bien, de toute façon, vous ne pouvez pas le donner à 100 personnes. Donc, il faut augmenter la part du gâteau, la proportion du gâteau. Mais c'est évident que ça ne va pas se passer de façon aussi simple que ça. Et nous vivons dans un monde où tout est comme ça, où tout absolument est comme ça. Mais nous, on n'arrive pas, comme on prend les choses sans penser aux vraies causes de ce qui arrive, le résultat est toujours catastrophique. C'est-à-dire, on croit par exemple que la technique, pendant longtemps, on pensait qu'avec l'électronique et tout ça, on va avoir pas besoin de travailler. Chacun pourra travailler 1 heure, 2 heures. En fait, Jacques Ellul avait fait ce calcul que si vraiment les autres choses allaient bien, aujourd'hui, le monde entier pourrait bien vivre avec 3 heures de travail par jour. Bon, théoriquement, ça peut être juste. Théoriquement, aujourd'hui, on produit 2 fois plus que les gens ont besoin en termes alimentaires. Mais il y a je ne sais pas les chiffres, je ne les donne pas comme ça parce que je ne les retiens pas, mais vous pouvez les voir sur l'Internet, qu'aujourd'hui, il y a au moins 1 milliard de gens qui n'ont pas vraiment de quoi bien manger, en tout cas. Et il y a des gens, il y a des enfants en plein New York qui encore meurent de faim. C'est impensable, mais ça existe. Bon, leur nombre n'est pas considérable. Mais la complexité des choses n'est pas vue dans les statistiques. Et quand les gens parlent des solutions qui sont purement des solutions économistes, c'est-à-dire des solutions qui sont entièrement dépendantes de l'économie actuelle, eh bien, c'est pas vrai. C'est tout simplement pas vrai. Le monde va très très mal. On parle même des solutions qu'on apporte. Par exemple, l'Europe a eu la chance pendant 3 siècles d'avoir au moins, l'Europe et l'Amérique, des gouvernements dits démocratiques. Qu'est-ce que c'est dit? Je dis pourquoi dit démocratique? Parce que c'est sur des principes démocratiques généraux.
C'est-à-dire n'importe qui a droit au vote. Théoriquement, si la majorité est pauvre, la majorité peut changer de gouvernement, ce qui était déjà un changement énorme par rapport au temps, dans les temps anciens. Mais rien n'est arrivé. Aux États-Unis, tout le monde sait très bien, oui, à moins que comme dans la deuxième période, en tout cas de Bush, où même les élections ont été un tout petit peu, dans le vrai sens du mot, modifiées par certains arrangements de la Cour constitutionnelle, etc. Mais de toute façon, Bush, qui a eu, alors là c'est étrange, qui n'a pas eu la majorité des voix, a pu être président. Mais ça c'est des cas, mettons, dans les bordures des choses. Mais je veux dire que quand même, l'Europe et l'Amérique ont eu cette chance d'avoir théoriquement un gouvernement démocratique. Mais je répète que je dis ça théoriquement, parce qu'en pratique, tout le monde sait que si vous n'avez pas d'argent, si vous ne dépensez pas des millions et des centaines de millions de dollars, ou je ne sais pas, aujourd'hui, demain ça viendra en Europe aussi d'euros, eh bien votre candidat ne peut pas passer, tout simplement. Aujourd'hui, si un candidat aux États-Unis n'a pas au moins 150 ou 200 millions de dollars, il ne pourra jamais passer. Parce que vous avez besoin de la télévision, vous avez besoin des journaux, etc. Et puis de l'autre côté, les journaux, les télévisions, oui, aussi, ils sont théoriquement libres, mais ce n'est pas ça. Tout le monde sait que ce n'est pas ça. Quand on disait en plaisantant aux États-Unis, oui, nous sommes tous égaux, nous sommes tous égaux, mais ce n'est pas vrai. Le fils, par exemple, de la famille Kennedy ou le fils de la famille Bush, eh bien, il n'est pas l'égal du clodo qui est dans la rue. Tous les deux ont la même voix. Mais tout ceci pour dire que malgré tout ça, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout va mal et les paradigmes existants ne peuvent pas expliquer. Parce que, vous voyez, on dit par exemple, voilà, un paradigme important, c'est la démocratie. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple. Mais ça ne marche pas. Comment on explique ça? Il faut bien l'expliquer. Et je crois que nous avons besoin de ce genre d'explication. Avoir quelqu'un ou des groupes de gens qui disent, mais écoutez, ça ne va pas. Pendant 3 siècles, on a essayé les révolutions. On a trouvé que, par exemple, surtout les gens de la gauche, nous voulons changer les choses, et pour ça, c'est fini. Il faut aller préparer une révolution. Bon. Ça a commencé avec la Révolution française. Bon, une des meilleures peut-être de ce qu'on a eu pendant ces 3 siècles. Mais maintenant que les historiens voient les choses de près, on se rend compte que ce n'était pas la fête. Ce n'était pas seulement des idées généreuses qui se sont développées, mais que même ce pauvre Louis XVI était peut-être un des rois les moins idiots. Donc avec ça, il a eu la malchance de tomber dans ce moment-là. Donc ça s'est passé comme ça. Et il y a eu des violences, il y a eu des crimes, etc. Et puis vous voyez les autres révolutions qui se sont passées. La révolution, par exemple, la révolution d'octobre en Union soviétique, qui a marqué ma génération. Toute ma génération, toute la génération des gens qui vivaient dans les pays, surtout du tiers-monde, disaient, mais voilà un pays qui est venu, un pays qui a fait sa révolution, et qui maintenant n'a pas besoin des autres, et vous allez voir, c'est le rêve, le lendemain qui chante, etc. Eh bien, les rêves, le lendemain qui chantent, ont fini par Staline, par le goulag, et tout le reste. La révolution, par exemple, je ne sais pas, n'importe quel exemple que je donne, c'est la même chose. La révolution en Iran, on a pensé que c'était un régime qui était mauvais, qui avait, bon, bien sûr, commis énormément d'erreurs, etc. Eh bien bon, le suivant, qui a été fait par des gens religieux, qui croient en Dieu, etc., eh bien, ça a été monstrueux.
C'est même monstrueux de calculer, par exemple, on dit, bon, quand on calcule, on dit, parce que c'est toujours aujourd'hui les statistiques, on dit le roi d'Iran à l'époque, bon, n'a finalement pas tué plus de 200 personnes qui ont passé par des juridictions spéciales. Mais bon, la révolution qui devait sauver l'Iran du Shah, eh bien, en un an, ils avaient tué individuellement 15 à 16 000 personnes, individuellement, avec des... vous avez des choses de justice éclairées. Bon, tout ça je dis parce que finalement, on n'a pas, les paradigmes actuels ne peuvent pas expliquer les choses. Et pourquoi les révolutions n'ont pas marché? Ça, c'est une question importante à poser. Pourquoi le manque de révolution n'a pas marché? Pourquoi la révolution, par exemple, en Chine, qui était justement pour l'égalité absolue, aujourd'hui se transforme en un capitalisme qui est beaucoup plus courageux, beaucoup plus violent que les autres. Donc, il y a quelque chose que nous ne comprenons pas, mais il y a des gens intéressés à savoir des équipes dominantes dans le monde qui ne veulent pas que nous comprenions, qui ne veulent pas que nous comprenions pourquoi ça ne change pas. Alors, ça, j'ai l'impression que c'est une chose, je crois que je vais terminer par ça parce que vous serez fatigué et je voudrais que vous posiez des questions. Vous voyez, moi, je trouve que peut-être c'est un peu une maladie de notre génération qui, disons quand même, c'est pas possible qu'on ne puisse rien faire. C'est pas possible qu'on ne puisse absolument rien faire. Et alors on dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Et chaque fois on voit qu'il y a des choses qui n'ont pas marché et on ne comprend pas pourquoi ça n'a pas marché. Alors ce qui était important, je crois qu'il y a dans peut-être cette volonté que chacun de nous avons, que quand même dans la nuit la plus sombre, quand même, peut-être qu'il y a un soleil qui va se lever. Et même si nous sommes tellement mal à l'aise que nous ne pouvons pas croire dans un avenir meilleur, mais j'ai l'impression que mettons, en prenant une philosophie comme celle de Spinoza, qui est la philosophie de la joie, la philosophie de vivre selon sa puissance, et même à ce moment-là, on dit, mais oui, mais Spinoza aussi a dit qu'il y avait des gens très méchants, des gens qui ont voulu le tuer, parce qu'il avait été excommunié par les rabbins. Il voulait devenir rabbin, mais il n'a pas pu le faire. Eh bien, à ce moment-là, j'ai l'impression que nous avons quand même, si nous pensons profondément, qu'il y a, si simplement chacun de nous décidait d'abord de comprendre, de se comprendre, et de comprendre qu'il a en lui, qu'elle a en elle une puissance qui est une puissance de caractère divin, C'est-à-dire c'est une puissance qui lui permet de vivre comme il veut ou comme elle veut. C'est une puissance, c'est presque une perfection. Parce que selon Spinoza, encore une fois, il dit tous les êtres vivants ou non, tous les êtres dans le monde, il les appelle individus. Même si c'est un arbre, il l'appelle l'individu dans son langage. Il dit, tous les individus sont des perfections, parce qu'ils sont l'œuvre de ce Dieu qui est la substance unique. Mais une perfection pour cet être-là, c'est-à-dire un serpent, un scorpion, c'est des perfections comme scorpion, comme serpent. Parce que quand on regarde, on ne peut pas mieux faire. Maintenant, pour moi, j'ai peur du scorpion, parce que le scorpion, la singularité du scorpion ne va pas nécessairement avec la singularité d'un être humain. Parce que l'être humain lui fait peur, et lui, il le pique. Mais c'est deux perfections, chacune dans sa singularité. Mais si je suis intelligent et je comprends que nous sommes tous pareils, que nous représentons des perfections, alors je fais attention et je ne vais pas provoquer le serpent.
je vais peut-être vivre avec ce serpent très bien, si seulement je sais comment fonctionne un serpent. Et c'est là où on trouve cette merveilleuse découverte de Spinoza. Il dit, toute la nature est faite de rapports. Des rapports qui se composent ou se décomposent. L'arsenic, en soi, de nouveau, c'est une perfection pour tuer quelqu'un. Bon. Mais ça, c'est pas... Il n'a pas l'intention de le faire. Mais c'est une perfection en soi. Et moi, si je sais que l'arsenic est ça, je vais peut-être utiliser l'arsenic pour des choses qui vont m'arranger. Donc je vais entrer dans des rapports de composition avec l'arsenic. Si je suis suffisamment intelligent pour comprendre ce qu'est l'autre, quelle est la perfection de l'autre. Donc nous pouvons tous maintenir, persévérer dans notre perfection, dans notre puissance, tout en étant tout en respectant nos singularités. Mais l'essentiel, c'est que je comprenne comment fonctionne l'autre. Et c'est là où Spinoza parle de deux genres de connaissances. Ce qu'il appelle les idées inadéquates. Les idées inadéquates, c'est comme par exemple, je dis d'un seul coup que je déteste la vague. Il donne cet exemple. Je déteste une vague parce que la vague est venue une fois noyer, par exemple, mon enfant. Bon. Mais c'est pas parce que dans ce moment-là, il y a eu des rapports qui se sont décomposés, c'est-à-dire une vague forte et quelqu'un qui ne savait pas du tout qu'il ne fallait pas aller dans la vague, que la vague est mauvaise, ou que l'enfant est mauvais parce que la vague l'a mangé, etc. Mais tout simplement, il dit, si nous apprenions seulement comment fonctionne la vague, on apprendrait à nager. Et une fois qu'on sait nager, la vague ne devient ni méchante ni mauvaise, mais la vague peut composer ses rapports avec moi. Et là, chacun peut définir ses rencontres, ses rapports avec le monde. Et tout change. Donc ça, c'est par exemple un début de changement de paradigme. Comment chacun de nous peut participer à un changement. Alors là, par exemple, si vous faites une analyse des révolutions, ni dans le sens que la révolution est bonne ou mauvaise, mais simplement dire pourquoi ces révolutions ont raté. Et alors là, vous voyez qu'il commence à avoir alors de petites lueurs. Vous vous rendez compte que, est-ce que ce n'est pas parce que les gens qui ont fait ces révolutions, finalement, n'ont pas été impliqués dans ces révolutions? Ils disaient, bon, ça c'est très bien, on déteste le monde actuel, donc on prend une décision, changer le pays, que ce soit par la violence ou par autre chose, nous changeons l'ordre des choses, et puis nous allons maintenant avoir, voilà, en changeant tout, nous allons être beaucoup mieux. Mais en fait, comme ils se sont séparés, la révolution pour eux, c'est séparé d'eux. C'est devenu une idée. Ce n'est plus la puissance, mais parce que Spinoza oppose la puissance au pouvoir. Oui, la puissance, c'est quelque chose qui vient de Dieu et qui est notre singularité. Mais le pouvoir, c'est quand nous voulons exercer un pouvoir sur quelqu'un. Un gouvernement, c'est la forme d'un pouvoir. Mais il n'a pas de puissance, sauf quand la puissance est une chose qui est faite, bon, quand le gouvernement ou quand un État représente les gens qui l'ont vraiment élu, qui le représentent. Bon, ceci dit, si maintenant je me dis, mais moi je suis le centre du monde, je suis pour moi la seule puissance qui je sais que je peux plus ou moins diriger. Et si cette puissance augmente, j'entre dans la joie. C'est-à-dire, ça c'est naturel, parce que la puissance, c'est toute ma vérité, c'est tout ce que j'ai de bien. Alors, si je fais quelque chose pour que cette puissance soit augmentée, je suis dans la joie, donc je le ferai. Mais le problème, c'est que je sache quelle est la nature de ma puissance. Que je n'aille pas, par exemple, chercher de l'argent. L'argent, ce n'est pas la puissance. L'argent, c'est une illusion. Mais si je cherche que, par exemple, dans l'amour, je peux trouver ça. Je peux trouver ça dans les relations avec des gens que j'aime, des gens avec qui je veux apporter des rapports de composition. Alors, à ce moment-là,
ma puissance ajoutée à la puissance de la personne que je rencontre et qui va travailler avec moi, va quadrupler. C'est-à-dire nous serons à ce moment-là une force immense. 4 personnes, 6 personnes peuvent déjà constituer vraiment une source de changement. Et là, à ce moment-là, je ne pense pas à une révolution. Mais je dis, je pense à ce que moi, je peux changer dans ma vie, avec les autres et la vie que j'ai autour de moi. Moi, j'ai l'impression sincèrement que les gens, en tout cas dans l'histoire, qui ont choisi ce genre de chemin, eh bien, ils ont réussi, en tout cas, à vivre mieux, à vivre dans la joie, à vivre dans un certain bonheur et goûter aux choses de la vie. Alors vous voyez, ça change beaucoup de choses, ça change la nature. Par exemple, à ce moment-là, vous n'allez pas choisir un parti politique, parce que le parti politique, c'est une abstraction. Mais vous allez choisir vos rencontres, parce qu'il y a quelque chose qui va ensemble. Et ces rapports qui se composent, etc., etc. Alors voilà, je crois que je vais finir sur ce, et vous dire, heureusement, alors la dernière chose, c'est que quand vous regardez ces derniers temps, depuis 50 ans maintenant, il se passe des choses comme ça. Et moi, j'ai vu ça presque dans tous les pays. Des organismes, des individus qui décident de vivre autrement, de penser autrement, de comprendre les gens autrement, mais de les comprendre sincèrement, de les comprendre dans leur perfection, dans leur singularité, eh bien ces gens-là ont réussi à changer les choses. Et là, je termine justement parce que je suis iranien, je ne peux pas changer de nationalité, bien que maintenant j'en ai 2, mais enfin, en Iran, c'est un paradoxe. C'est-à-dire, je pense sincèrement que jamais, peut-être dans l'histoire, nous n'avons eu un régime aussi peu favorable aux gens, à leur bonheur, à leur liberté, à leur dignité. Par exemple, la corruption, quand même, des gens religieux ne devraient pas être dans la corruption, mais la corruption, elle est totale. Ce qu'on a fait aux femmes, ce qu'on a fait aux lois. Mais avec ça, paradoxalement, je dis aussi que jamais l'Iran, en profondeur, n'a fait autant de progrès dans les différents domaines, et sans avoir fait de révolution, et en supportant un régime intenable. Par exemple, les femmes en Iran, sous le régime du Shah, bon, ils avaient beaucoup plus de droits. Ils n'étaient pas obligés de porter le voile et tout ça. Mais maintenant, les femmes qui acceptent ça, parce qu'ils disent, bon, ça, on s'en fout, ça, c'est un peu comme l'uniforme des militaires, quoi. On porte ça, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais je ne sais pas ce qu'elles ont fait pour avoir, dans tous les domaines, elles font des choses extraordinaires. Le domaine du cinéma, le domaine des livres, du business. À l'école, vous savez, le gouvernement est aujourd'hui avec 65% de femmes dans les universités, de façon à ce que le gouvernement est en train de faire une discrimination à l'envers, en disant que nous devons respecter quand même la parité. Donc, pas plus de 50% de femmes. Bon. Et c'est comme on le fait aux États-Unis. On a pensé, vous savez, avec les Noirs au début, on a dit, bon, on va les avantager, mais maintenant, c'est les Américains blancs qui doivent avantager, parce qu'il y a les Coréens, les Chinois, les Indiens qui sont venus en Californie, qui sont toujours meilleurs, je ne sais pas pour quelle raison. Et bien maintenant, on doit protéger les Américains contre cette masse de gens qui viennent. Donc, ça vient comment? D'où? On ne sait pas. Mais ça vient de ces petites révolutions à l'intérieur des groupes. Ça vient de ce que les gens se disent, voilà, à partir de maintenant, on va prendre des choses en main, et on va vivre autrement. Et alors, ils trouvent le moyen. Ils trouvent absolument le moyen. Bon, écoutez, je termine, parce que vraiment, je crois que vous devez en avoir marre. Et alors maintenant, posez-moi des questions, si vous voulez.
que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers... J'aurais voulu vous demander, avec votre philosophie de la vie, comment est-ce que vous comprenez, vous, qu'une minorité de l'humanité, censée être parfaite dans son individualité, écrase l'autre majorité à travers la philosophie du capitalisme? La philosophie du capitalisme, vous avez dit? Ben oui, oui. Alors là, c'est vous savez, quand, bon, maintenant, puisque j'ai emprunté tout de Spinoza dans ce que j'ai dit, ben lui, il a une réponse très très claire là-dessus. Il dit, voyez, nous, il y a la puissance, mais il y a dans la puissance, justement, le pouvoir d'être affecté. Qu'est-ce que ça veut dire, le pouvoir d'être affecté? C'est-à-dire, vous venez à un moment, vous me dites, mais tu sais, si tu fais ça, par exemple, si tu fais ça, tu peux mieux, justement, servir ta puissance. Tu peux mieux vivre, etc. Et à ce moment-là, le danger de ce pouvoir d'être affecté est que je n'ai pas l'idée adéquate pour accepter, pour voir si ce que vous m'apportez de l'extérieur est bon pour moi ou non. C'est-à-dire, je n'ai pas, à ce moment-là, dans mon pouvoir d'être affecté, à ce moment-là, si j'ai aussi la raison, si j'ai cette vertu qu'il appelle la raison, si j'ai cette possibilité d'avoir des idées adéquates, à ce moment-là, oui, ce pouvoir d'être affecté servira à l'augmentation de ma puissance. Mais si je n'ai pas cette idée adéquate, c'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est-à-dire, on vous dit, par exemple partout aux États-Unis, je vous dis, les chiffres sont incroyables quand on les regarde, mais on vous dit, écoutez, les Américains peuvent vivre avec plus d'eau, une consommation de, je crois, 600 litres par jour. Je n'ai pas les mais oui, je sais, 500 je crois, litres par habitant et par jour. Oui. Alors, contre, par exemple, le 10 ou le 15 qui est dans les autres pays. Alors, ils disent, non, mais nous avons de l'eau, nous avons n'importe quoi, nous avons les moyens ensuite de changer l'eau, nous avons fait tout ce que dit M. Bush, par exemple, quand il parle de... sur un plan politique, excusez-moi, mais c'est un ignorant. C'est quelqu'un qui est vraiment... je dis, pour Spinoza, c'était clair. C'est quelqu'un, par exemple, qui dans sa tête dit « Moi, je vais attaquer l'Irak parce que je veux leur apporter la démocratie. » Et c'est peut-être qu'il y croit. Mais qu'est-ce qu'il fait comme résultat? Il donne l'Irak sur un plateau d'argent à son ennemi numéro 1, qui est l'Iran. Parce que finalement, au bout de 4 ans, c'est aujourd'hui l'Iran qui décide du sort indirectement. C'est impensable de voir ça. Mais tout cet argent qui est parti, qui a déjà changé la vie des Irakiens, sert aujourd'hui la puissance iranienne de l'autre côté. Ou alors, toutes les autres choses qui, par exemple, va être contre les Américains dans leur droit à la liberté. Parce qu'il n'a pas d'idée adéquate. Mais par contre, si moi je sais que ce pouvoir d'être affecté, qui fait partie de ma puissance, il doit être accompagné d'idées adéquates sur la nature des choses, à ce moment-là, non. Je dirais, bon, je ne vais pas le faire. Parce que je ne vais pas me lancer dans quelque chose qui est simplement sur une idée qui me vient du dehors. Mais le malheur est que tous les malheurs qui nous arrivent, c'est des idées qui viennent du dehors. C'est comme par exemple, justement, quelqu'un me dit, mais l'arsenic, c'est très bon pour ta santé. Et puis moi, à un moment donné, il me donne une preuve superficielle, que l'arsenic, dans tel cas, a été utile. Moi, je suis sûr que dans les choses homéopathiques, l'arsenic aussi sert à faire quelque chose, quoi. C'est évident. Mais si on me dit ça, et après que j'en découle que non, l'arsenic est très bon pour moi, eh bien, je fais à la perte, c'est évident. Mais ça ne touche pas ma puissance ou ma perfection. Ça touche à ce pouvoir d'être affecté qui va avec ma puissance. Et ça, on ne peut pas dire. On ne peut pas dire ça. Pourquoi on l'a donné? Ça, c'est une chose dans la nature ou dans ce qu'on dit. Si vous êtes religieux, vous dites c'est Dieu. Si vous n'êtes pas, vous dites c'est la nature.
C'est ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. C'est surtout dans l'idée comment un être humain qui est bien dans son individualité, selon Spinoza, si j'ai bien compris votre pensée, puisse nuire à d'autres êtres humains qui sont aussi bien dans leur individualité. Parce que finalement, Bush n'est pas l'arsenic, Bush est un autre être humain. Oui, alors là, vous voyez, c'est ceci. C'est toujours ça vient, ce qu'il appelle les idées adéquates ou les idées inadéquates. Premier genre de connaissance, deuxième genre de connaissance. Deuxième, je donnais l'histoire de la vague, par exemple. Quand vous savez très bien ce qu'est l'arsenic, à ce moment-là, l'arsenic n'a aucun danger pour vous. Au contraire, vous pouvez l'utiliser justement pour beaucoup de choses, comme le fait la science. Mais le problème, c'est que ça ce n'est pas dans la réalité des choses. Malheureusement, c'est comme ça. Maintenant, pourquoi on est comme ça, je ne sais pas. Ça, personne ne le sait. Mais nous savons comment faire si nous avons des idées adéquates, justement, qui va servir notre puissance. Maintenant, le malheur aujourd'hui, c'est que tout le système capitaliste notamment, dont vous avez parlé, tout le système de domination du monde, malheureusement, est entre des mains des gens qui, non seulement eux, n'ont pas d'idées adéquates, mais qui sont méchants, dans un certain sens, parce qu'ils tiennent à leurs propres intérêts. Et je dis ça, malheureusement, même les intellectuels. Aujourd'hui, beaucoup d'intellectuels aux États-Unis sont devant ce choix que, par exemple, il y a une compagnie qui donne beaucoup d'argent à une université en disant que, par exemple, cette université doit faire des études pour montrer que, par exemple, c'est une compagnie, mettons, dans l'ancien temps, qui développait les cigarettes. Bon. Nous voulons donner de l'argent aux gens qui font des études dans ce domaine. Et puis, une fois que vous avez accepté cet argent, eh bien, vous hésitez le jour où vous êtes pris, par exemple, vous êtes arrivé à la conclusion que non, il faut absolument arrêter les cigarettes. Alors là, si vous êtes payé $20,000 par mois, vous hésitez 2 fois. Vous dites, est-ce que je vais dire, je vais perdre tout mon salaire et tout mon avenir? Là, l'idée inadéquate commence à venir. Parce que vous avez peur d'un avenir qui peut-être que vous n'allez pas avoir. Donc, vous devenez votre propre ennemi, votre ennemi intérieur. Vous devenez l'ennemi de votre propre puissance. Et ça, c'est assez compliqué, mais c'est comme ça que malheureusement ça se passe. Oui. Alors, moi, je voulais vous poser une question justement sur qu'est-ce que vous pensez de la violence qu'il y a un peu partout dans le monde actuellement? Moi, je crois que la violence aussi est le produit absolument clair de gens qui ne cherchent pas à comprendre les raisons de cette violence, hein, et des gens qui ne cherchent pas à comprendre que cette violence, même s'ils subissent cela, que la réponse n'est pas la violence. Ouais, par exemple, bon, je donne une première réponse. C'est évident que la violence est catastrophique pour tout. La violence, par exemple, parce qu'elle n'est pas naturelle. La violence est une chose, toujours une illusion. Ou bien vous croyez que vraiment cette violence va servir à quelque chose, alors que non, la violence ne sert pas. Ou l'inverse, c'est la personne qui subit la violence, qui ne se rend jamais compte que dans une lutte entre deux violences, bien la violence du plus fort marchera, en tout cas pour un certain temps. Et ce n'est pas le plus faible qui va gagner dans cette lutte contre la violence. Vous devez avoir alors cette idée adéquate de Gandhi, quand il dit « Moi, je ne marcherai jamais avec la violence ». Bien sûr, il le fait avec un bémol. Il dit « Mais quand il s'agit de défendre la liberté des gens, ou quand des gens sont là, eh bien, là, je préfère utiliser les armes de la contre-violence que d'être lâche. » Bon, il arrive quand même à donner à la notion de satyagraha et la notion de la non-violence un sens. Mais je crois qu'aujourd'hui, le monde, on est malheureusement c'est terrible de le dire, parce que c'est la 3e fois que je parle de Bush, alors je ne sais pas, mais je ne vais pas entrer en politique, mais ça arrive. Alors, quand Bush pense à la violence
par exemple, contre Ben Laden. C'est incroyable. Les deux jouent le même jeu. Et ils sont en train de se détruire un peu. Bon, peut-être l'un a les plus grands moyens maintenant, il va réussir. Mais il ne sait pas qu'en semant les graines de la violence, la première société qui va en souffrir, c'est la société américaine. Parce que c'est une société quand même, une société qui avait de très grandes valeurs à défendre. Quand on pense à l'Amérique des premiers Américains, et puis maintenant les Américains ont peur, ont vraiment peur. Et alors là, ils ne savent plus du tout en qui croire. Et puis ils sont tellement absorbés par cette idée par exemple, de détruire Ben Laden, que d'abord ils n'ont pas réussi à le faire, parce que l'autre aussi il est malin, parce que dans des cas comme ça, il utilise le système. En fait, Ben Laden utilise le système, utilise la corruption qui est née du système, mais c'est un être absolument qui a des idées inadéquates. Et qui, finalement, moi je crois aujourd'hui, c'est la violence de Ben Laden qui a, s'il est vraiment un bon musulman, c'est lui aujourd'hui qui est en train de faire des musulmans, de tous les musulmans, des terroristes. Alors qu'ils ne le sont pas. Enfin, c'est absurde de dire que par exemple, les musulmans sont plus terroristes que les juifs ou les chrétiens. Enfin, c'est absurde. Alors, mais c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver, et aux deux. Les gens prennent tous les Américains pour des cow-boys, ce qui n'est pas vrai du tout, et tous les musulmans pour Ben Laden. Alors que vraiment, vous voyez, ça c'est les idées inadéquates au sommet. Mais le malheur, c'est que maintenant nous sommes dans un monde où les médias aussi font le jeu, où on a la même chose. On prend les journaux les plus libres du monde, sont petit à petit achetés par des vendeurs d'armes. Et quand vous pensez qu'aujourd'hui, quand on prend encore les chiffres, c'est évident, quand vous avez le chiffre le plus élevé, maintenant presque 1000 milliards de dollars de dépenses d'armement, et comment voulez-vous résoudre les autres questions? C'est-à-dire, avec 1000 milliards de dollars, c'est une somme vraiment astronomique. D'ailleurs, suivi par la publicité. Le deuxième terme qui vient après les armements, c'est la publicité. Et la publicité, c'est quoi? C'est tout acheter des produits. Alors, nous sommes dans un monde où maintenant, de plus en plus, nous devons être vigilants. Maintenant, Jacques Ellul, qui a toujours toute sa vie, c'est un auteur, vous savez, que je recommande à tout le monde, c'est un clairvoyant, c'était un homme assez extraordinaire. Ivan Illich l'appelait mon maître, vous voyez. Bon, lui qui a étudié la technique et tout ça, il disait qu'aujourd'hui, il ne faut pas désespérer. Par exemple, dans l'Internet, il y a une espèce de mutation dans cette technique. Lui qui a toujours été contre la technique, il dit, mais c'est un fait, aujourd'hui, l'Internet, il y a eu à l'intérieur de la technique une mutation qui permet peut-être, justement, à ces rencontres dont j'ai parlé, à tous ces gens qui maintenant veulent faire autre chose, d'utiliser l'Internet pour peut-être créer une démocratie d'un autre type. Et je me souviens, quand les gens deviennent fanatiques, c'est-à-dire ils ne veulent pas encore voir les choses, quand la première fois, Marcos, vous savez, le sous-commandant Marcos, qui a pris la tête des zapatistes, et qui a commencé justement un mouvement qui n'est ni révolution, ni autre, mais qui est un mouvement étrangement, à part les premières années, étrangement non violent. Et il a dit toujours, d'ailleurs il a dit, moi je crois que j'ai pas envie de parler en tant que militaire, parce que les militaires, en principe, un militaire, c'est quelqu'un qui sait que, de toute façon, un jour s'il le faut, il utilisera son canon ou son fusil pour faire accepter son point de vue. Donc il a cette tendance. Alors moi, je déteste les militaires, et c'est pour ça que maintenant, notre mouvement, je ne veux pas du tout... il est resté sous-commandant. Il a des commandants et beaucoup de gens qui sont sous lui, mais il est resté là parce qu'il ne voulait pas
avoir cette position de quelqu'un qui voulait la violence. Mais ce que vous dites, c'est clair, la violence, c'est aujourd'hui l'ennemi numéro un de tout ce que nous voulons faire, parce que c'est le contraire de la puissance dont parle Spinoza. Monsieur? Oui. Comment on peut développer en soi ces idées adéquates? Alors là, vous me posez vraiment... Les Américains appellent la question de $60 000, vous savez. Alors, bon, moi je crois que personnellement, je crois que ce n'est pas très difficile. C'est une tâche qui peut devenir une joie. Vous ne pouvez jamais... sincèrement, je vous dis, moi, j'ai les grands moments de joie que j'ai dans ma vie, c'est au moment où je me suis donné entièrement à quelque chose que je voulais comprendre. C'est tout. Je voulais comprendre. Et c'est une chose merveilleuse. Je crois que si vous le faites, vous verrez que là, on est vraiment dans la joie. Parce que vous ne voyez... ce que vous cherchez, en fait, c'est quelque part ce que les religieux disent, la recherche de Dieu. Vous voulez vous approcher de Dieu. Parce que Dieu est en vérité. Vous cherchez simplement à comprendre comment fonctionne cette vérité. À ce moment-là, vous êtes dans l'idée de Dieu. Donc, c'est pour ça que je trouve cette vertu, qui n'est pas donnée à tout le monde, parce que tout le monde est pris dans le piège de ce que j'ai appelé le pouvoir d'être affecté de la puissance. C'est-à-dire, les illusions sont très souvent des illusions qui, quelque part, nous réconfortent. Vous savez, quand quelqu'un vous fait un compliment, vous êtes en général content. Ça, c'est le début des idées inadéquates. Vous voyez ? Et quand il vous dit « Non, attendez, vous vous trompez », vous êtes mécontent. C'est encore une idée inadéquate. Mais au lieu de dire « Mais attendez, on va le laisser parler ». Moi, je me souviens, une fois, pendant quelques années, j'aimais beaucoup Krishnamurti, les choses qu'il écrivait. Et puis, j'ai beaucoup regretté que quand il venait ici en Suisse, je n'ai jamais pu aller le voir. Mais enfin, je suis allé voir une fondation qu'il a, que ses amis ont créée en Angleterre, qui est à Brookwood. C'est un endroit au sud de Londres. Et là, venait Krishnamurti de temps en temps, il méditait, et puis... il parlait aux gens. Et moi, je suis allé une fois, parce qu'ils ont encore cette fondation. Vous pouvez aller une dizaine de jours là-bas. Vous ne pouvez pas rester plus de 10 jours, et vous ne pouvez pas rester moins de 3 jours. Parce qu'ils disent qu'il faut quand même une période où vous soyez pour vous-même. Vous ne pensiez à rien du tout. Vous marchiez, vous regardiez les arbres, et puis vous ne pensiez que à méditer. Mais il n'y a pas de gourou, parce qu'il détestait les gourous. Mais je suis allé un jour, là, il y avait un type à l'entrée de la porte qui a commencé à dire oh, vous savez, oh, Krishnamurti aussi, c'est sa boutique à lui. Il dit qu'il n'a pas de compte en banque, qu'il voyage, qu'au fond, il n'a pas d'argent, mais il voyage toujours en première, quelqu'un d'autre lui paye son billet. Et chaque fois qu'il vient ici dans une fondation comme la fondation Brookwood, on lui donne presque un palais. Et il fait tout ça, de temps en temps il parle, il est vénéré par tout le monde, mais c'est une boutique comme un autre. Bon, alors, le type m'a raconté, vous savez, c'est bizarre, une fois, Krishnamurti était là, et ce type est venu. Ah, le type a dit, ah, c'est vous Krishnamurti. Eh bien, voilà, j'ai des choses à vous dire. Et puis, il lui a dit ça, des choses qui étaient quand même déshonorantes pour quelqu'un comme Krishnamurti. Parce que, certainement, il n'était pas ce type-là, ce genre de type. Et alors, il a dit, quand il est parti, il était serein. Et, alors, nous avons dit, mais Krishnaji, il ne faut pas que vous preniez ça à cœur, parce que c'est un imbécile, il vient toujours dire ça et il s'en va. Mais il est content de pouvoir dire ça. Alors il a dit, la réponse de Krishnaji était ceci. Il a dit, non, vous savez, moi j'ai écouté très sérieusement ce qu'il avait à dire. Parce que, voilà,
je vais vous dire, quand quelqu'un vous dit une chose comme ça, de deux choses l'une, ou bien il a raison ou il n'a pas raison. S'il a raison et que vous ne vouliez pas l'entendre, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous devez entendre, parce qu'il a raison, c'est-à-dire ça existe en vous et ça vous apprend quelque chose, c'est comme ça que vous apprenez quelque chose. Maintenant, s'il a dit une chose qui n'a aucune base, eh bien ça c'est son problème. Pourquoi moi je devrais en être malheureux? Je devrais justement être heureux que j'ai cette capacité d'entendre ça. Alors tout ça, ce sont ces petits exercices, je crois, qui nous sont très nécessaires. Si nous voulons vraiment être engagés dans notre propre bonheur, parce que ça, je suis exactement, là je suis entièrement Spinoza, je dis il faut oublier ce qu'il appelle la morale. C'est-à-dire quelqu'un qui vous dit, qui de l'extérieur vous dit c'est ça que tu dois faire parce que Dieu l'a voulu, c'est ça que tu as voulu parce que ta religion l'a voulu, ou parce que ton père l'a voulu. Non. Il dit non. Toutes les choses sont bien, il faut penser, il n'y a pas de bien ou de mal absolu, il y a quelque chose de bien ou de mal pour ta puissance, telle qu'elle est faite. Alors à ce moment-là, si on a cette position, on est bien sûr éthique, parce qu'en s'aimant, et en s'aimant dans le vrai sens, c'est-à-dire quelqu'un qui s'aime, c'est le contraire d'un égoïste. Moi je crois par exemple, ce modèle de Krishnamurti, c'est un modèle de quelqu'un qui s'aime, mais qui n'est pas égoïste, parce que il dit, bon, si l'autre me dit quelque chose et que je n'ai jamais entendu ça, parce que personne n'a osé me le dire, la prochaine fois, je dirai oui, c'est peut-être vrai. Bonsoir. Est-ce que vous avez une définition du terme, enfin, qu'est-ce que vous pensez du terme de développement, de thèse développementale? Là, vous me posez une colle, mais en même temps, ça c'est une chose à laquelle j'ai pensé. Vous savez que j'ai beaucoup de problèmes avec les mots. Parce que, je ne sais pas si vous aviez lu mon livre là-dedans, je mets 2 chapitres là-dessus. Parce que je trouve que ça, les mots, c'est vraiment les endroits pour développer les idées inadéquates. Parce qu'en général, on parle de quelque chose, mais sans penser ce que ça veut dire exactement. Parce que chacun a un sens différent. Le développement, je vous donne par exemple, comme l'économie d'ailleurs. Vous savez, l'économie, par exemple, je commence par l'économie, parce que le développement est aussi né de l'économie. L'économie était un jour, le mot économia, créé par les Grecs, voulait dire la gestion de la maisonnée, la gestion de la famille. C'est-à-dire vous produisiez, vous aviez un jardin, vous plantiez des choses, vous aviez un métier, etc. Donc avec tout ça, vous répondiez aux besoins de la famille, de la maisonnée. Ça, c'était une chose extraordinaire. Cette économie-là, je la salue. Je viens maintenant au mot développement, et après je vous dis les suites. La première fois que j'ai voulu savoir exactement ce que voulait dire développement, bon, j'ai regardé, chaque dictionnaire donne un sens. Dans le dictionnaire anglais, parce qu'à l'époque j'enseignais en anglais aux États-Unis, bon, j'ai dit to develop, il disait to develop is like unfolding from a bud, c'est-à-dire se développer est comme s'épanouir, comme un bourgeon s'épanouit en fleurs. Bon, moi j'ai dit bien sûr que je suis pour le développement. Dans ce cas-là, si le développement est composé comme ça, je serais un idiot si je ne laisserais pas, par exemple, un bourgeon devenir une fleur. Mais après, dans la vie, au bout de 25 ans, presque, j'ai eu le culte du développement pendant une quinzaine d'années, j'étais un développeur. Je croyais que c'était très bien. Mais après, j'ai dit, mais attends, le problème, c'est que cette définition ne marche pas. Aujourd'hui, le système, surtout le système occidental, qui est le système développé, c'est le magasin où on vend les fleurs pour les gens riches. Alors là, ils décident que tout le monde doit avoir la fleur qui vaut le plus. Et tous les bourgeons doivent devenir cette fleur-là. Bon, dernière étape, ça sera le jour où on dira, mais au fond, on peut créer une belle fleur plastique qui répond à toutes les choses et qui est très bon marché.
Alors on va dire que tout le développement sera ça. Le problème avec le développement, c'est ça. Le développement a perdu son sens originel. Alors, il y a des gens, malheureusement, dans les pays du tiers-monde, qui continuent à croire que le développement est très bien. Mais le développement est une forme de violence. On a parlé de violence. Le développement, c'est ça. Vous imposez aux gens une façon de vivre qui n'est pas le leur. Ça c'est en pratique, c'est ce qui se passe. C'est par exemple, c'est ce développement-là qui était le nom du parti au pouvoir au Rwanda et qui s'est terminé par tous ces malheurs. Le développement, c'est une imposition, c'est une violence dans cette forme-là, quand on veut imposer quelque chose. Et bien sûr, le développement est terrible. Dans un livre auquel j'avais participé, qui était en fait publié à Lausanne, qui s'appelle Le Nord perdu, eh bien, il y a 15 ans, j'avais comparé le développement, en fait, au sida, au VIH, comment il opère. Parce qu'un médecin m'a dit, j'ai dit, qu'est-ce que c'est, comment opère le VIH? Il m'a dit, mais j'ai dit, explique-moi ça en termes de non scientifiques, parce que je comprends rien à la médecine. Mais dis-moi, je suis inculte, que je veux savoir exactement comment s'opère. Alors il a dit, le VIH, c'est très simple. C'est un virus, il l'appelait, je crois, un rétrovirus, qui vient et qui attend devant une membrane qui est faible. Alors il attend le temps qu'il faut. Et alors à un moment donné, quand il trouve que c'est le bon moment, il entre dans la membrane. Et là, il entre, et ce qu'il va faire, c'est de passer ses gènes et son mode de fonctionnement, son mode génétique de fonctionnement à la personne, c'est-à-dire dans le sang de la personne qui va avoir où son virus peut se développer. Bon, lui aussi, le virus a une puissance, il veut augmenter sa puissance, et puis c'est comme ça qu'il fait son travail. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il change le code génétique de la personne qui est touchée. Et c'est ça l'histoire du développement. On veut changer le code génétique des gens, leur façon de vivre. Par exemple, forcer une transformation de l'économie de subsistance en économie, aujourd'hui, l'économie moderne. Maintenant, donc vous voyez, moi je ne suis pas contre l'idée d'un développement dans le vrai sens du mot, dans le sens, mettons, que Webster a utilisé, le dictionnaire Webster. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Le développement, aujourd'hui, c'est... On donne un projet de développement, le projet de développement, quand on donne de l'argent pour un projet de développement, la banque dit, voilà, moi je donne à ce projet-là. Qu'est-ce que c'est ce projet? Ce projet vise à l'intégration du pays et du mode de vie des gens qu'on va développer dans l'économie, justement, qui va les détruire. L'économie qui va les déraciner, qui va détruire l'économie de subsistance, alors que ce n'est pas le temps encore. Parce que là encore, en Europe, vous avez eu le temps, mais dans ces pays-là, quand d'un seul coup, vous dites non, l'économie de subsistance, il faut s'en passer, c'est du passé, c'est archaïque. Alors là, le résultat, c'est que les gens sont déracinés, vous avez toute cette misère qui va dans les bidonvilles, et de là, les gens deviennent des gens qui n'ont qu'$1 ou $1,50 par jour comme revenu.